pratiquement d'abord à base de course et après on fera une grosse partie de défense pour travailler deux choses qui n'ont pas été dimanche là. La première, c'est la communication, où on ne parle pas assez sur le terrain. Et puis sur l'intensité défensive. On a vu pareil dimanche à Bordeaux là où tout le match quand on a subi. On a subi. Salut Ronan. C'est Hugo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé le coaching ? Eh ben écoute, c'était un peu du hasard. J'ai un copain qui devait coacher une équipe. Il commençait à coacher, donc il m'a proposé de le faire en binôme. Et puis en fait, au bout d'un mois, il a arrêté. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Bon, j'avais pas abandonné, donc j'ai continué. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment énormément. Et puis j'ai rempilé l'année d'après. Et en fait, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur. J'ai entraîné de plus en plus. Après, dans des clubs autour de Rennes, parce que j'ai commencé à signer. Et puis petit à petit, j'ai commencé à entraîner aussi pendant les vacances scolaires. J'ai encadré des stages pour le comité départemental, pour le conseil général. Parallèlement à ça, je suis rentré en STAPS à la fac à Rennes. Puis j'ai continué à entraîner. Je suis parti 1 an à Dijon pour passer une maîtrise STAPS et puis un diplôme de préparateur physique. Et puis je suis revenu sur Rennes où j'ai été embauché par le Rennes PA en tant qu'éducateur sportif où je suis maintenant depuis 10 ans. Donc j'ai entraîné des filles en N3, en N2, des garçons en N3. Et puis depuis 6 ans, je suis sur les équipes jeunes en championnat de France, donc les minimes. Et puis depuis 2 ans, je suis sur les U17 de l'URB. Et parallèlement à ça, je suis aussi sur la section sportive scolaire à Bréquigny, dont font partie les U17. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais te décrire toi en tant que coach ? Quel type de coach tu es ? Alors je suis quelqu'un de plutôt posé, réfléchi. Je suis pas sur le côté du terrain à sauter et à crier dans tous les sens parce que c'est pas ma nature foncièrement et puis c'est pas comme ça que je vois le coaching. Je pense que les jeunes, parce qu'on parle des jeunes ici, ont besoin d'avoir quelqu'un à leur côté qui se maîtrise et puis qui contrôle un petit peu les joueurs et puis qui se laissent pas distraire par des petites choses qu'on contrôle pas forcément comme les arbitres ou d'autres cas comme ça quoi. Donc j'essaye d'être plutôt ça veut pas dire que ça bouillonne pas des fois à l'intérieur quand je vois certaines choses mais voilà, j'essaie de plutôt être calme et me contrôler. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la façon dont tu aimes faire jouer ton équipe ? Son style de jeu un peu. Ouais, le style de jeu, sur les U17, c'est une catégorie où on est encore dans la formation du joueur, parce que à 16-17 ans, on est encore loin d'avoir fini sa formation technique et tactique, je veux dire. Donc la base du travail, c'est d'abord les fondamentaux individuels, pour faire progresser les joueurs individuellement, essayer de développer leur potentiel basket. Et après, le jeu dans cette catégorie d'âge-là, on essaie de mettre en place une bonne défense avec beaucoup d'intensité et puis après en priorité d'avoir beaucoup de jeux rapides, de courses et puis j'essaie de leur laisser beaucoup de liberté en attaque et de les laisser tenter des choses.
quelle serait la qualité que tu aimerais que chacun des joueurs de ton équipe possède? Bon, c'est dur de sortir une qualité. Il y a plusieurs choses qu'on va rechercher. Il y a d'abord les qualités physiques, soit des joueurs de grande taille ou des qualités de vitesse. Ensuite, il y a les qualités mentales qui vont être importantes, la capacité à s'entraîner dur, à accepter les critiques. Ça, des fois, c'est un petit peu compliqué de leur faire comprendre qu'on est là pour les faire progresser. Et puis, il y a une chose essentielle, c'est on fait un sport d'adresse. Donc, c'est sûr qu'il y a certains joueurs, certains jeunes qui ont des qualités naturelles d'adresse et bon, on recherche ça aussi principalement. 4 qui vont prendre des maillots, la liste. But now that I'm here, En tant que coach, en tant que fan de basket, si tu avais à choisir entre la NBA ou l'Euroleague, qu'est-ce que tu choisirais? C'est une question, c'est compliqué. J'ai pas forcément envie de choisir parce que les deux sont vraiment différentes. L'Euroleague, il y a une richesse tactique qui est super intéressante pour les entraîneurs. Et puis la NBA, c'est le côté spectaculaire de notre sport. La NBA regroupe peut-être les 50-60 meilleurs joueurs au monde. Bon, il y a la saison régulière qui est pas forcément intéressante. Par contre, dès qu'on réduit et puis qu'il reste une dizaine d'équipes, là je pense que tout le monde s'éclate à regarder ça. Donc c'est un peu compliqué de choisir entre les deux. D'accord. Donc là, par exemple, si je te donne la possibilité de choisir un joueur entre toutes les stars de la NBA ou toutes les stars de l'Euroleague, qu'est-ce que tu choisirais? Ça, c'est une question facile. Je pense que je prendrais Jordan, qui est pour moi le basketteur ultime, on va dire, qui a des qualités physiques hors normes, une force mentale. C'est un gagnant, il a tout gagné. Il a 6 titres NBA, il est double champion olympique, il a été meilleur marqueur, meilleur défenseur. Même dans les autres sports, on voit qu'il essaie d'être toujours le meilleur. Et puis il a des qualités de basketteur incroyables. Donc s'il y avait un joueur à choisir, c'est lui que je prendrais en premier. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle que tu as dans le staff, dans l'équipe pour la Nationale 2? Ouais, donc depuis 2 ans, là, j'ai intégré le staff de l'équipe senior de l'URB. Donc j'interviens sur 2 entraînements dans la semaine et puis j'ai plus particulièrement en charge le scouting des équipes adverses, c'est-à-dire la préparation des matchs contre les équipes adverses. Donc mon rôle c'est de récupérer des vidéos des équipes contre qui on va jouer, des articles de presse pour faire une petite présentation de l'équipe à Pascal, à Patrice, au staff et puis également aux joueurs. Donc repérer comment joue l'équipe contre qui on va jouer, les forces, les faiblesses. Pareil au niveau des joueurs, répertorier un petit peu les joueurs de l'équipe et puis les qualités propres qu'ont ces joueurs. Donc je fais des montages vidéo, je fais des rapports papier qu'on donne aux joueurs. Et puis à partir de là, on va essayer avec le staff de définir des stratégies pour contrer au mieux l'équipe contre qui on va jouer. Traverse le terrain, derrière, et on enchaîne sur le système 0. Ici, on se retrouve sur nos modes de poste. Backflip sur Olive et backflip sur Philippe. Boum, et boum, tu reçois le ballon et c'est reparti. Ok, jump. Yes. Choisis vitesse, normalement. C'est pas de la promenade et de petits shoots, là. Go. Allez, hop. Passe, boum. Allez. Voilà, ok.
Salut Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à devenir coach? J'y suis arrivé en fait rapidement, au sens où j'étais à l'UREPS de Rennes là ici, j'étais joueur et puis en fait j'étais joueur dans cette même salle aussi à l'Avenir de Rennes. Et j'ai eu malheureusement un problème de tendinite très important, tendinite chronique. Je me suis fait opérer par le professeur Saillant et puis ça s'est moyennement passé. J'ai fait 2 années ensuite dans le sud-ouest à Valence-sur-Baïse, mais déjà mon genou commençait vraiment à fatiguer. Et on était en National 1 à l'époque, et puis là le choix s'est assez vite opéré. En plus j'étais prof en même temps, c'est-à-dire soit je rebasculais comme joueur encore quelques saisons, donc vous voyez bien vu l'état physique que je ne pourrais pas retrouver le haut niveau que j'avais connu à Rennes. Et donc en même temps il y avait un club parisien qui me proposait les responsabilités de coach principal d'une équipe de N1, donc voilà. Et dans ce contexte-là, c'est un peu de manière précipitée par rapport à un problème de blessure. Mais à l'époque, j'avais déjà commencé à coacher, un petit peu à Rennes, le centre de formation. Et puis ensuite, dans le sud-ouest notamment, une équipe de N3 féminine. Comment tu te décrirais en tant que coach? Écoutez, je suis un coach, je pense, qui croit d'abord au travail. Qui croit d'abord que c'est le travail fourni pendant la semaine qui soude et qui donne l'efficacité des matchs du week-end. Je crois aussi à la complémentarité des joueurs dans une équipe en termes de basket, mais aussi en termes d'état d'esprit. Il faut un bon équilibre avec des leaders, avec des joueurs porteurs d'eau qui sont fondamentaux pour la réussite d'une équipe. Avec des joueurs de devoir, des joueurs un peu bourrins, voilà. Et c'est toute cette complémentarité là qui permet d'avoir une efficacité, qu'elle soit technique ou qu'elle soit aussi mentale. Quelle est la qualité que tu aimerais que chaque joueur de ton équipe ait? Écoute, moi la première qualité, c'est l'engagement. La première qualité, c'est l'engagement dans toutes les actions qu'on va faire, qu'elles soient offensives et défensives, et ça signifie un engagement mental. Ça veut dire, dans le jeu d'attaque, d'être préoccupé immédiatement de l'organisation collective, mais aussi des prises de responsabilités individuelles, d'être capable de prendre ses responsabilités. Et ça veut dire aussi et surtout en défense, de jamais tricher. Dès qu'il y a une récupération de balle, c'est pour ça aussi qu'on a un style de jeu relativement agressif, d'être immédiatement dans l'organisation défensive. Dans les aides, il y a les actions moi, que je trouve très valorisantes pour un groupe, c'est toutes les actions de passage en force, toutes les actions défensives, toutes les petites actions qui en fait ne sont pas comptabilisées, les actions d'aider reprendre dans le secteur défensif, les actions dans le secteur offensif de l'extra-passe, des actions qu'on ne voit pas dans les statistiques, mais qui sont ô combien précieuses. Donc tu parlais du style de jeu, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le style de jeu de l'URB justement? Qu'est-ce que toi tu as pu apporter à la façon de jouer de l'équipe? La première chose, c'est que j'ai récupéré un groupe déjà il y a 3 ans qui était en pleine bourre. Avec le travail de Christophe Boitel, c'était pas un groupe qui partait de zéro, ils avaient déjà des bonnes habitudes de travail et puis aussi et surtout des bonnes habitudes en termes d'état d'esprit collectif et individuel. Après, ce que j'ai essayé d'y apporter, c'est peut-être de monter un petit peu dans la continuité, une touche de rigueur et une touche d'intensité, de continuité permanente. À l'entraînement, moi je ne conçois pas, encore moins pour les professionnels, qu'on vienne ici et qu'on ne soit pas prêt à s'entraîner, qu'on ne soit pas concentré. Donc il y a ces aspects-là. Sur le style de jeu, je suis quand même plutôt philosophiquement un coach de défense, plutôt, mais je me soigne aussi, et donc je me soigne au sens où je m'adapte. Là, par exemple, cette année, c'est vrai qu'on a été, à mon avis, plus une équipe offensive que défensive, du fait des différentes qualités individuelles et de la difficulté qu'on avait à travailler, des petites blessures, donc on a basculé un petit peu. Mais au fond de moi, je suis plutôt dans cette démarche-là, que c'est par notre intensité défensive que l'on va souder. Après, il y a une chose qui est importante et qui est liée au projet global du club, c'est aussi, on a un projet qui tourne autour de la formation. Et la formation, ça veut dire d'intégrer les jeunes. Et c'est vrai que plus on aura
un basket de dimension athlétique, de dimension d'engagement total, plus ça nous obligera quelque part à tourner à 10 ou 11 joueurs ou 12 à l'entraînement. Et donc ça impliquera davantage aussi tous les jeunes joueurs. Comment expliquer un peu les spécificités du niveau de la Nationale 2? Est-ce qu'il y a des particularités dans le jeu, dans la façon dont c'est géré, peut-être? Déjà, c'est un championnat qui vraiment monte de niveau année après année. Nous, on l'avait connu il y a 2 ans. Je crois que ça n'a plus grand-chose à voir avec le niveau de championnat qu'on a vu il y a 2 ans. On voit que la plupart des équipes sont vraiment maintenant bien structurées, travaillent de manière beaucoup plus importante. On voit que les 2-3 premières équipes sont des équipes quasi-professionnelles, de staff, de joueurs, ce qui n'était pas le cas lorsque nous, on était montés, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est une réalité dans ces championnats-là de National 2. Il y a vraiment une montée en puissance du travail collectif, du scouting vidéo. Voilà, donc toutes les divisions, petit à petit, montent vers un impact de ce type-là. Donc en tant que spécialiste basket, tu es plutôt un fan d'Euroleague ou plutôt un fan de NBA? Je vais répondre classiquement d'Euroleague parce que, je veux dire, la NBA, hormis la période des playoffs où ça commence à jouer, on est plus dans du Harlem Globetrotter, on est plus fréquemment dans du Harlem Globetrotter. C'est quand je vous parlais d'engagement offensif et défensif, c'est clair que la NBA, elle l'est peu dans une bonne partie de la saison, notamment défensif. On parlait de jeu offensif collectif, c'est pas complètement ça. Par contre, ça m'intéresse beaucoup au moment des playoffs. C'est vraiment là, par contre, on voit et on retrouve, avec les Spurs, avec certaines autres équipes, un niveau qui est très intéressant. Par contre, je regarde et j'étudie beaucoup la NBA sur des aspects individuels pour repérer, par exemple, notamment le départ en 1 contre 1 de Kobe Bryant, de voir exactement les angulations qu'il peut avoir, sur le travail aussi de 1 contre 1 au niveau Chris Paul and co, de Tony Parker, sur les fans de temporisation, tous ces aspects au niveau technique, c'est très très fort, bien sûr, c'est très fort. L'autre aspect où il faudrait, mais je manque un petit peu de temps, vraiment retravailler, et je pense que la NBA a un niveau intéressant, c'est sur tout ce qui est jeu rapide. Il y a une dimension qu'on devrait, à mon avis, plus se fouiller pour s'inspirer au niveau du jeu rapide. Après, c'est clair que l'Euroleague, c'est quelque chose qui correspond plus à notre niveau, à ce qu'on fait, quoi. C'est un peu plus proche et là-dessus, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment ce que fait Obradovic en termes de jeu. Après, je parle pas de toutes ces interventions, mais en termes de jeu, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si tu devais piocher un joueur, que ce soit en Euroleague ou en NBA, lequel ça serait? Écoute, j'aimerais bien, moi, qu'on augmente notre capacité de percussion. J'aimerais bien qu'on gagne en rebond. On a un peu besoin de tir à 3 points sur certains postes. Je pense que LeBron James devrait quand même nous aider sur la Nationale 2. Il est assez complet dans son jeu. Je pense qu'il pourrait poser quelques soucis. Bon, après, s'il n'est pas disponible, on se contentera de Kevin Durant. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as programmé ta semaine d'entraînement par rapport au match de samedi contre Vitré? Oui, alors le premier gros travail, c'est Ronan d'abord qui le fait. Sur tout le travail de scouting, il fait un très bon travail, statistique, vidéo, système. Donc ça, c'est le premier point. Il me l'a fourni depuis samedi dernier, donc j'ai commencé déjà dès dimanche. On a laissé ce match de camp là ici, et puis à planifier un petit peu notre organisation de la semaine, en fonction de le Vitré d'aujourd'hui, mais aussi un petit peu du match qu'on a joué contre eux. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et en fonction de ça, on se dégage des axes prioritaires. Il y en a un que j'espère on va réussir à fonctionner, c'est clair, c'est le repli défensif. On sait que si on arrive à Vitré en culotte courte sur le repli défensif, la baïonnette au fusil, c'est même pas la peine d'y aller. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a d'autres stratégies défensives bien précises qu'il faudra qu'on cale, qui avaient bien marché pour certaines et puis un peu moins bien. Ça, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a aussi le travail offensif. Le travail offensif avec sans doute une démarche qui va être d'essayer de trouver un petit peu plus de jeu intérieur que ce qu'on avait fait au match aller. Alors, c'est difficile parce que Saïd n'était pas là ce soir. Et puis, dans le jeu aussi de continuité offensive. Contre Caen, c'est ce qui nous a manqué. Et je pense que contre Vitré, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'être capable,
quand on n'a pas de situation rapide, immédiate, de les faire travailler longtemps dans le jeu défensif. Ensuite, on a une situation là clairement aussi qui est assez complexe à gérer, avec Peritsa incertain, avec Saïd qui se ressent toujours de la petite douleur. Donc on est à jongler, on passe des heures et des heures à essayer de trouver des partenaires d'entraînement, mais qui sont vachement précieux, quoi, hein. Des Gabi, des Étienne, des Thomas Sarrazin, sans parler de Jarod et Malo qui font maintenant complètement partie de l'équipe. D'accord. Salut Joris, explique-nous un petit Salut. peu comment tu as débuté dans le basket et ta carrière de coach. J'ai débuté dans le basket à l'âge de 7-8 ans dans un petit club à côté du Mans. Voilà, que j'ai quitté après assez rapidement pour intégrer une section sportive au lycée, etc. Et puis vraiment vivre basket. Et puis je suis arrivé assez rapidement dans l'entraînement à l'âge de 14-15 ans, justement dans mon petit club là, qui cherchait des bénévoles. J'étais très rapidement dans le bain. Et en plus, il fallait que je sois autonome parce qu'il n'y avait pas de salariés pour nous gérer, donc il fallait que il y avait un adulte dans la salle et puis il fallait que je me débrouille après pour le reste. Et puis quand j'ai eu mon bac et après quand j'ai commencé à rentrer dans la filière STAPS, j'ai vu que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi de cette filière STAPS là, donc j'avais depuis un moment à l'idée de vraiment me consacrer à l'entraînement et puis du coup j'ai découvert qu'il y avait une formation là sur Chalon-sur-Saône, une formation d'entraîneur sur 2 ans. Donc voilà, je suis parti, j'ai passé des tests et puis je suis parti aller au CFA de l'Élan-Chalon où là j'ai vraiment découvert le haut niveau, quoi, et puis vraiment ce que c'était l'entraînement, l'exigence technique que ça demandait. C'était vraiment quelque chose de très très intéressant, quelque chose que je regretterai jamais et qui m'a vraiment beaucoup apporté. Donc voilà, et puis au bout de donc j'ai passé mes diplômes sur 2 ans jusqu'au BE1 et puis à la sortie j'ai passé d'ailleurs mon épreuve pédagogique avec Julien Mahé, quelqu'un qui est du secteur à la base là, et puis qui a pu me mettre en relation avec des gens de Rennes là, pour que je puisse après venir ici, arriver il y a de ça 1 an et demi, quoi. Notamment pour gérer l'équipe Minime Nation, ce qui a été une priorité pour moi quand je suis arrivé ici. Comment toi, tu pourrais te décrire en tant que coach ? En tant que coach, je pense que je peux être perçu, puis à juste titre, comme quelqu'un d'assez distant déjà. Mais après, petit à petit, quand je rentre dans la relation avec les gens, avec le temps, les choses deviennent différentes. Et puis voilà, c'est ma personnalité et c'est comme ça que je gère les choses. Après, moi en tout cas, je me définis plutôt comme un entraîneur qu'un coach actuellement, parce que vraiment ce qui m'intéresse, moi, c'est les aspects techniques et donc les fondamentaux individuels et les pré-collectifs. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, et d'avoir une cohérence vraiment là-dessus, et même jusqu'à un moment donné, quand on doit amener les choses dans le 5-5 le week-end avec les jeunes, je souhaite vraiment être cohérent du travail individuel jusqu'au travail pré-collectif et collectif. Et parce que je pense que c'est très important pour les joueurs et que c'est ça qui les fait avancer. Et puis oui, pour moi c'est ça qui me passionne vraiment. Et puis j'ai vu aussi au cours de mon cursus, même s'il n'est pas très long, que c'était ça qui fonctionnait, quoi. À cet âge-là, quelle est la qualité qu'un joueur doit posséder pour réussir à ce niveau-là ? Déjà il doit être capable de s'entraîner, quoi. Parce que déjà on leur demande de s'entraîner au minimum 4 fois par semaine. Il faut que les parents l'intègrent, que le jeune l'intègre. Et ça, on tient vraiment un discours en amont pour être sûr que ça soit respecté, parce que c'est indispensable, sinon ça sert à rien de rentrer dans cette démarche-là. Et puis moi derrière, c'est ce que je te disais, ça veut dire après quand le joueur s'entraîne, c'est de la répétition technique. On reste longtemps sur les choses, même si des fois ça peut nous porter préjudice. Ça veut dire, je suis persuadé, moi je peux te dire là que sur les 2 ans que j'ai passé déjà à Rennes, on a sûrement perdu des matchs parce que moi je travaille pas à court terme sur du collectif, tout ça, sur de courtes échéances, mais
Mais je maintiens, c'est-à-dire que je préfère aller jusqu'au bout de la démarche et prendre en charge le fait que des fois on n'ait pas des résultats voilà, qu'on aurait pu avoir. Les jeunes savent qu'ils sont sur le terrain pour gagner et ça, on crée un état d'esprit autour de ça, un état d'esprit collectif. Est-ce que tu peux nous dire quel est un peu le style de jeu que toi tu donnes à ton équipe? Alors moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est déjà le jeu rapide, c'est-à-dire relancer très vite. Donc travailler la contre-attaque, ce qui va jusqu'à 4-6 secondes. Et puis par contre derrière, ce que j'adore développer, et même sur des seniors d'ailleurs, c'est le jeu de transition, quoi. Et de travailler sur le replacement défensif, voilà, pour proposer quelque chose, des principes de jeu, une forme de jeu très courte. T'es plutôt NBA ou Euroleague? Je suis plutôt Euroleague. Ouais. D'accord. Même si dans ce que je te disais tout à l'heure, là, justement le jeu que j'aime, le jeu de rapide, le jeu de transition, c'est quelque chose aussi, je regarde la NBA un petit peu pour progresser là-dessus aussi, quoi. Mais après, voilà, le fond de jeu est quand même plus intéressant en Euroleague. Toi, si tu avais un joueur à choisir, que ce soit justement en NBA ou en Euroleague, lequel ça serait? Je serais tenté de te proposer un joueur plutôt en Euroleague. Par exemple, un jeune que j'aime particulièrement là, actuellement, qui joue au Partizan Belgrade, là, Bogdanovic, quelqu'un de très adroit et qui est très impressionnant là-dessus. Et c'est voilà, moi c'est que j'aime beaucoup ce type de joueur là qui est capable dans des situations, voilà, de sortir des écrans et de te mettre des tirs pas possible. Et je pense que c'est tout entraîneur souhaite avoir ce type de joueur dans son équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer le travail que tu fais avec le groupe N2? Alors le travail que je fais avec les N2, déjà c'est un travail individuel le mardi midi où Pascal me laisse gérer un secteur, c'est-à-dire soit les extérieurs soit les intérieurs. Voilà, il me propose des thèmes de travail et puis moi je dois derrière préparer ma séance et prendre en charge les joueurs. Donc il me laisse gérer là-dessus, il garde juste un œil et puis moi je propose, bien sûr on en discute, hein, mais je propose après ce qui me semble intéressant vis-à-vis du thème proposé. Et puis il y a une seconde séance où je suis le mercredi soir, voilà, sur un entraînement collectif où je suis un petit peu plus en observation et où je découvre encore un petit peu la manière des fois de travailler de Pascal et puis Quelle est ta problématique? Problématique de multiprise. Il faudrait absolument acheter, on va investir dans les multiprises. On va lui créer devant le Il est trop beau. Là, je suis en train de finaliser mon briefing d'avant-match, là, ici. Par rapport à ce que j'ai préparé, tout le travail de Ronan Hervé, de Patrice sur le scouting. Donc on va le mettre sur forme, là, ici. Alors je me garde toujours, avant je le faisais à l'avance, et là je me garde un petit peu de marge, parce qu'il y a toujours au dernier moment, sous la pression, des trucs qui reviennent à l'esprit, que ce soit quelques petites phrases ou quelques petits aspects techniques. Voilà. Donc je le finalise, je suis un peu à la bourre. Bon, Vitré, première chose, match aller 86-69, plus 17. Ok, il y avait plus 25 à un moment. Hein. Ici, il y a ce score-là à avoir en tête, et eux ils l'ont bien en tête. Hein. Ceux qui ont lu la presse un petit peu aujourd'hui, eux ils l'ont bien en tête, le plus 17, voire ici, c'est ce qu'on avait été capable de faire contre eux au match aller, sur notre agressivité. Caractéristique, vous le savez, hein, c'est la meilleure attaque du championnat, tout simplement. 85 points de moyenne. Sur les 4 derniers matchs à domicile, là, actuellement, ils sont à 102 points de moyenne à Vitré. 102 points de moyenne sur 4 matchs, hein, c'est pas un match. Et ici, la première chose importante à avoir en tête, c'est que c'est nous qui devons décider du rythme du match. À l'aller, c'est nous qui avons géré ce rythme-là. Par notre agressivité, notre intensité. Quand on se trompe, c'est qu'on veut pas, c'est qu'on veut se tromper. On accepte de se tromper parce qu'on n'est pas assez concentré.
Parce qu'on n'est pas assez impliqué par rapport à cet aspect-là qui est important, très important ce soir. Et là, ce soir, ça prend plus d'importance que les autres équipes. C'est l'enjeu majeur de ce match-là, c'est contenir leur jeu rapide. C'est contenir leur jeu rapide et contenir leur jeu de contre-attaque. On va visionner quelques situations là ici. Ici, boum, contestation, on peut bumper, et là on remonte. Et on switch extérieur en 3, là ici. S'il y a une opportunité de trapper sur la remontée, vous me le faites. Là, par exemple, c'eût été possible. On est là pour faire un exploit, les gars. C'est le dernier gros challenge, là. Il y a des matchs encore derrière, mais l'exploit, c'est ce soir. L'exploit qui nous reste dans ce championnat-là pour en faire un vrai, c'est ce soir. Un exploit collectif. Individuel sur des actions, mais d'abord, gagner ici, gagner à Vitré, c'est faire un exploit collectif. Donc ça, c'est la première chose. Leur force, on la connaît. Leur force, c'est la contre-attaque, le jeu rapide et leur capacité à se mettre dans des situations d'euphorie. Il faut faire un match fort, les gars. Un match d'Euroleague, quand même, dans l'esprit, c'est ça. Les mecs, c'est faute, boum, il n'y a pas d'hésitation. Moins de 4 fautes. Match d'Euroleague, un mec qui pénètre, c'est badaboum. Là, ici. C'est pas définition lay-up. On donne une faute, on est 10, là, ce soir. Ok ? Ouais, bon, voilà, je suis assistant à l'URB depuis 2 ans. Donc j'aide Pascal dans toute la préparation du match. On a vu tout à l'heure s'occuper de l'intendance, la logistique. Et puis après, sur le match, je vais m'occuper plus particulièrement de tout ce qui est statistiques défensives et puis aide au coaching. Voilà. Ensuite, on va faire une analyse du match, une analyse vidéo. Et puis on fera un retour en début de semaine sur le match. Voilà, grosso modo mon travail. Après, dans la semaine, j'interviens sur les entraînements, parce que je l'assiste pendant les entraînements, je prépare des séances, et puis je l'aide toute la semaine sur la réflexion stratégique par rapport à la préparation du match, ou sur des points particuliers avec les joueurs. Je sers aussi de tampon entre les joueurs et puis le staff. Voilà, pour résumer, pour faire vite mes missions. Les pick and roll, on sait, les pick and roll sortants, c'est trappe, c'est
aller vers un exploit. On a fait une bonne première mi-temps là ici, par rapport à cet objectif-là. Il nous reste 2 cartons. Et chaque carton qui va passer, boum, il en reste un. Il reste 5 minutes, il reste 1 minute pour lever les bras à la fin. Je me replie et je coupe les lignes de passe et je suis prêt à défendre. Tous les deux, vous êtes pris des drives, c'est pas normal sur ces 45 degrés. On a laissé des ballons arriver ici sur des post-up, c'est pas normal d'entrer. Et c'est là-dessus, sur ces 10 secondes là ici. Après, on fait un très bon travail. Et on l'a fait aussi là, pendant 10 minutes. Mais s'ils peuvent revenir, c'est parce qu'on leur aura donné des situations par manque de concentration là-dessus. Donc dès que ça se passe derrière, regroupez-vous et remobilisez-vous là-dessus. Ok? Allez, on y va! Bon, on le perd ce match-là, parce qu'on a manqué de réussite, sur des lancers francs, sur des shoots ouverts, parce que l'arbitre a été déséquilibré. Mais pour moi, on le perd à cause de nous quand même. On le perd parce qu'on a fait des petites erreurs. On le perd parce qu'on a fait des actions. On n'a pas été capable d'être assez concentré sur les actions clés. On a manqué de lucidité sur des actions clés de ce match-là. Donc moi, je ne suis pas là pour pleurer sur ce que j'ai fait. J'ai fait des conneries, on a fait des conneries, et on aurait dû gagner ce match-là. Après, bien sûr qu'on fait un bien meilleur match que ce qu'on faisait. Et ce match-là, je suis convaincu qu'on aurait dû le gagner. En étant plus dur mentalement dans notre tête jusqu'au bout sur toutes les actions. Allez.
C'est quoi la chanson? C'est quoi la chanson, Doudou? Non, c'est bon, on va dire que le mec. T'as l'air de connaître pas mal de sons. Ouais, de ouf. Ouais, ça, c'est plus son, Ça et deux. Ça, c'est un autre tube, ça. Ça, c'est le nouveau tube. C'est quoi le nouveau tube? Non, le nouveau tube, c'est La Fouine, tu vois. Il a fait un son, quoi. Avec. Je sais pas comment ça s'appelle la meuf. Un groupe là. Team BS. Team BS. Et Et toi, donne- ça fait. Mec, j'ai trop d'adversaires. Depuis que j'ai quitté la terre. Voilà, tu vois, un son comme ça, quoi. Il faut tout pour nous faire taire. Mais moi, j'ai quitté la terre. You know, he like this because one time you make You have to sing like the fee. yes.